93.1. Taxi FM, premier sur l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. La crise politique togolaise inquiète finalement tout le monde. Après les hommes d'affaires qui récemment exprimé leur inquiétude au gouvernement togolais, c'est le tour des travailleurs togolais d'en appeler finalement à la sincérité des prochaines discussions politiques pour le règlement du problème togolais. Ce matin encore, nous souhaitons aborder la question politique en donnant cette fois la parole au comité d'action pour le renouveau CAR qui prend une part active dans cette crise lancinante. Nador Aoukou, deuxième vice-président du CAR, est notre invité ce matin. Taxi FM 93.1. Une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi. On va commencer par le quotidien Forum de la semaine, le journal qui évoque la résolution de la crise sociopolitique au Togo. 4 centrales syndicales jouent leur partition, écrit notre confrère. Vous lirez l'article donc dans le journal. Amélioration du climat des affaires, que retenir des différentes mesures prises par le gouvernement? C'est l'interrogation du confrère à lire dans le journal avec la photo de Sandra Johnson à la une du journal. Et puis assurance maladie, 76% des clients de l'INAM satisfaits. Et puis le confrère revient aussi sur les échauffourées issus donc de l'Assemblée générale du MET. La LTDE appelle à 3 jours de campus mort. Vous découvrirez l'article dans le quotidien Liberté, Forum de la semaine ce matin, excusez-moi. Et le quotidien Liberté maintenant, Union pour la République, ces sages qui souffrent d'avitaminose chronique de sagesse, c'est ce qu'écrit donc le confrère Liberté, l'article est à découvrir dans le journal. Entre trous béants et nids de poules, le calvaire des usagers de la route de Ségbé, le confrère fait un article à ce propos, et puis lié donc à la crise politique et le maintien d'ordre, le groupe canadien Logistique Unicor équipe les forces de sécurité togolaises, l'article à découvrir dans le journal sur le quotidien Liberté. Courrier de la République, les barons sous Fort Gnassingbé, la galaxie des anciens plus forte que jamais, écrit le journal. Le confrère qui évoque la guerre fratricide, unir contre unir, cacique et rénovateur dans le ring. Et puis, imminent remaniement ministériel vers le grand nettoyage de l'écurie Classou. Le gouvernement résistera-t-il pour combien de temps encore, se demande notre confrère courrier de la République. Le confrère qui évoque la crise politique au Togo avec le dialogue comme ultime issue, c'est dans courrier de la République. Il y a le dialogue qui est aussi dans les kiosques, un congrès constitutif du mouvement des sages unis Akara. Le parti se met en rang de bataille pour les enjeux électoraux, renseigne le journal. Et puis le dialogue n'a pas eu lieu le 23 janvier dernier. La duplicité de l'opposition, une entrave à la tenue des discussions, précise notre confrère. Le journal qui parle de l'éducation avec l'incompréhension entre syndicats et autorités, risque de la reprise des mouvements de grève des enseignants. On lira l'article dans le journal Le Dialogue. Il y a aussi dans les kiosques ce matin Flambeau des démocrates qui parle des accidents de route. L'oraison macabre porte des chiffres de cas découverts dans le journal. Et puis développement communautaire, l'ONG IT Village fait don d'un bâtiment scolaire à l'EPP Payandiga, à lire dans le journal. Et puis aussi le sport, le foot avec le championnat de première division. L'AS Togoport reprend les commandes. Vous lirez l'article dans le journal Flambeau des démocrates. Il y a le journal Écho du pays, Université de Lomé, encore des échauffourées entre policiers et étudiants. Crise politique, des syndicats interpellent les protagonistes. Et puis politique encore, les sages unis se réorganisent autour de Fort Gnassingbé. Tous ces sujets à découvrir dans le journal Écho du pays. Il y a le journal La Chronique de la semaine qui est aussi dans les kiosques. Marche des femmes de la coalition le 20 janvier dernier, disons-le. Il y a eu une erreur à la une du journal. Les épouses de Jean-Pierre Fabre, Agboibo, Antoine Folly, Tikpi et Tedam, Olympio Nathaniel était abonnée absente. Les commerçantes du Guerre-Marché de Lomé, de Baie, d'Accordé Sewa, de Bossimé
ont boycotté l'appel, renseigne le confrère chronique de la semaine. Le journal qui parle aussi du congrès constitutif du mouvement des sages du parti UNIR. Professeur Charles Kondi Agba élu à la tête des sages. Et puis sabotage du dialogue prévu pour le 23 janvier. Les 8 préalables de l'opposition bloquent l'ouverture du dialogue. La CENI est à pied d'œuvre pour la tenue des différents scrutins. Vous découvrirez l'article dans le journal chronique de la semaine. Il y a le changement qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le changement qui parle de la politique avec des incertitudes qui mettent en doute la tenue du dialogue. Vous découvrirez l'article pour plus de précisions là-dedans. Comment la BIDC, la BOAD, la BIA et la BSIC sabotent les infrastructures du pays. Le confrère semble avoir des éléments. Vous lirez l'article à la page 6 pour découvrir ces éléments. Et puis, intoxication pour nuire au FPD de Jim Auré, l'ex-secrétaire général du FPD et ex-député Koudoji. Dans quoi n'ont jamais, les deux n'ont jamais adhéré au PNP, renseigne-t-on. Et puis les clarifications de la direction du groupe Bolloré au Togo à découvrir aussi dans le journal. Il y a le hebdomadaire Ouara les vainqueurs qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la panique. Panique à la coalition de 14 partis politiques. Le dialogue a annoncé depuis Conakry n'a pas démarré. Et puis congrès du mouvement des sages unir. Charles Kondi Agba, élu délégué national. Vous lirez l'article dans le journal depuis le rapport annuel des accidents de la route 2017, une année meurtrière, écrit le confrère Ouara les vainqueurs. Donc dans les kiosques ce matin, vous avez l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs, Courrier de la République, Chronique de la semaine, le quotidien Liberté. Vous avez le journal Flambeau des démocrates. Il y a aussi le journal Le Dialogue qui est dans les kiosques. Le changement, écho du pays. Et puis, il y a le journal Focus Info dans les kiosques depuis hier. Politique avec en confidentiel les curieuses plaintes de Fabre auprès d'Alpha Condé. C'est ce que le confrère relate ce matin. Politique encore avec la question du référendum, la grande polémique à découvrir dans le journal. Et puis société, harcèlement sexuel, le tabou de notre société. Vous lirez l'article dans le bimensuel Focus Info. Retour en studio avec notre invité comme annoncé, c'est Nador Aoukou, le deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau CAR. Nador Aoukou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir partagé. Alors, vous suivez l'actualité à l'université de Lomé depuis 2 jours maintenant. Ça pas très bon à l'université. Vous êtes professeur de philosophie. Vous avez fait l'université du Bénin dans le temps. Aujourd'hui, quand vous apprenez les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, qu'est-ce que cela vous fait? Non, mais ça me fait tout simplement pitié. Parce que c'est vrai qu'en notre temps, nous avions nous-mêmes pris part aux structures qui revendiquaient un certain nombre de choses pour l'amélioration de notre condition de travail et d'études à l'université. Mais quand nous comparons ce que nous on a fait ou on a vu, les installations qui étaient là en notre temps et ce que nous trouvons aujourd'hui, nous estimons que nous étions un peu plus heureux en ce temps-là. Je prends un exemple, il n'y a plus de restaurants aujourd'hui, les étudiants ne peuvent plus aller au restaurant, prendre leur petit déjeuner, le déjeuner. Il y a eu une rénovation du restaurant il n'y a pas longtemps, enfin il y a eu une semaine environ. Oui, mais il y a quelques années que cette structure ne travaillait plus à l'université de Lomé. Bien sûr. Et les bus que nous empruntions à l'époque, qui coûtaient simplement 10 francs, étaient aussi absents à un long moment. Et quand les étudiants ont réclamé qu'on a mis à leur disposition un certain nombre de bus, les prix ont flambé, etc. Et bon, je crois que c'est malheureux. Maintenant, est-ce que tout cela est à mettre à l'actif de la situation économique de notre pays ou d'une manifestation d'une mauvaise volonté et à mettre les étudiants dans les bonnes conditions? Je crois que c'est les étudiants qui sont les mieux à apprécier cette situation et je crois que c'est à la lumière de tout cela qu'ils mènent leur mouvement. Très bien. C'est juste pour avoir votre avis sur ce qui s'est passé à l'université il y a 2 jours. Alors, la situation actuelle qui inquiète au Togo, c'est
la politique et la tournure que les choses sont en train de prendre finalement depuis plusieurs mois. Un dialogue avait été annoncé par le gouvernement togolais, c'était en novembre dernier. On pensait que c'était imminent. Il y avait même plusieurs sources qui évoquaient le début du mois de décembre. Aujourd'hui, on est le 25 janvier et on ne voit toujours rien venir. Vous, en tant que responsable de parti politique, qu'est-ce que cela vous fait que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des odeurs du dialogue politique tel qu'annoncé? Non, nous pouvons dire que les odeurs sont là. Peut-être qu'elles ne sont pas assez fortes pour que certains ne puissent les sentir. Et en tout cas, pour nous, au cas, nous ne paniquons pas. Parce que nous sommes, comme tout le peuple togolais doit le savoir, adeptes du dialogue. Nous avons toujours dit dans la ligne politique de notre parti que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez d'un pouvoir si vous ne mettez pas la pression. Et la pression peut prendre plusieurs formes. Et la forme que l'opposition a choisie depuis 6 mois, c'est la pression de la rue. Ce qui est normal, et nous avons estimé, nous, au cas, que cela s'inscrit dans la logique de notre méthode politique. Et quand la pression est là, et qu'à un moment donné, vous l'évaluez, et vous constatez que là où vous êtes arrivé, là, vous pouvez obtenir quelque chose de votre adversaire, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais vous savez également que nous sommes dans une coalition, et c'est une coalition de 14 partis politiques. Oui. Et il se fait que les 14 partis politiques-là n'ont pas la même méthode politique, n'ont pas la même méthode de lutte. Mais nous nous réjouissons parce que nous avons l'impression, ou nous faisons le constat que ce soit les nouveaux partis ou les partis traditionnels de l'opposition, des gens ont tiré de grandes leçons du passé, ce qui fait que nous arrivons, tant bien que mal, à gérer cette structure-là et à conduire la lutte depuis 6 mois dans la direction que nous voulons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en interne, il y a quelques éléments qui en réalité vous obligent à vous séparer, mais vous vous attendez sur l'essentiel pour avancer. Naturellement, en politique, ce qui doit vous unir, c'est l'essentiel. Parce que quand vous êtes dans un groupe où vous n'avez pas les mêmes façons de faire, les mêmes façons de penser, si vous ne définissez pas l'essentiel, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Je crois qu'à ma place ici, il y a un collègue, Fulbert Attisso, qui était là le jeudi dernier. Il a dit cela, que quand vous êtes dans un groupe pareil et que vous ne faites pas un bon management, le groupe va s'éclater. Et je crois que pour le moment, notre management marche. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petites difficultés, mais ces difficultés-là ne sont pas aussi grandes que la volonté que nous affichons à libérer le peuple togolais. Et c'est pour ça que nous y allons et nous sommes convaincus que ce que recherche le peuple, nous allons l'avoir. Tout à l'heure, nous allons revenir sur la question du dialogue proprement parlé, puisque ces discussions politiques sont annoncées, je le disais, mais jusqu'aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne la voit pas, on ne les sent pas finalement. Vous allez nous dire votre appréciation du sujet, mais par rapport à la crise dans sa totalité, si on peut le dire ainsi, est-ce que vous ne percevez pas que le peuple est désormais fatigué? Non. Fatigué de manifester pendant 6 mois et qu'au bout, il n'y a rien que vous lui brandissez comme résultat? Oui, non, le peuple n'est pas fatigué, puisque c'est le peuple lui-même qui mène le mouvement. Et le peuple voit en tant qu'acteur et constate en tant qu'acteur ce qu'il peut avoir ou doit déjà avoir, qu'il n'a pas encore obtenu ou qu'il va obtenir plus loin. Et c'est ça ce qui est essentiel. Parce que c'est vrai que quand vous menez une lutte comme ça, il y a des analystes, des observateurs qui font leur analyse. Et on sait aussi que quand on est dans le feu de l'action, eh bien, on ne mesure plus, on ne réfléchit plus, on agit seulement. Cela veut dire que les acteurs que constitue ici le peuple ne peut pas danser et s'apprécier lui-même. Mais à la fin, le peuple réfléchit quand même et constate que ce qu'il est en train de faire là n'est pas gratuit et que ça produit des résultats. Il y a quand même un constat, hein, Nado Aoukou, on va pas se leurrer, mais les mouvements tels qu'ils étaient au début, ce n'est plus la même ferveur aujourd'hui. Non, c'est la même ferveur. Nous savons que la dernière manifestation de la coalition a fléchi un peu parce que 1 ou 2 semaines avant,
il y avait plus de manifestations, il y avait quelques voyages, etc. Et ça a fait que on a manifesté aussi sur un seul jour. C'est ça qui a donné l'impression que les manifestations ont commencé par faiblir. Mais quand les dames ont pris le temps de préparer leur manifestation qu'ils ont organisée le samedi dernier, je crois que vous avez vu que la mobilisation a encore repris. Mais ce que vous dites est juste. Nous n'allons pas seulement nous limiter aux manifestations et ne pas penser aux résultats que le peuple cherche en sortant massivement pour manifester son mécontentement. Ça, c'est notre interpellation en tant qu'acteur politique et nous devons faire l'effort qu'il faut pour faire en sorte que, comme on le dira en matière économique, que le citoyen lambda voit dans son plat les résultats de sa manifestation en tant que plat qu'il va ingurgiter. Non, nous y avions pensé. Et c'est pour ça que nous, au cas personnellement, quand après le 19 octobre, août plutôt, 2017, notre jeune frère Tipi Achadam a interpellé les chefs de file de l'opposition et toute l'opposition dans son ensemble, eh bien nous avions été approchés. Mais avant que le 19 août n'arrive, il a fait une sortie chez vos collègues de Victoire FM, où il a apprécié, en tout cas, la méthode politique du président national du CA, Ahmed Yaobi Agboibo, mais d'ajouter que lui n'est pas pour le dialogue et que ça veut dire que sur ce plan-là, le PNP est en rupture méthodologique avec le CA. Bien, mais après, il a fait quand même son appel à l'endroit de tout le monde sans exception. Et quand Fab est revenu de son voyage, qu'il a écouté d'ailleurs, eh bien, il a approché par plusieurs reprises le président national du CA, ils ont échangé, et le président national du CA lui a exposé, lui a réaffirmé la façon pour le CA de voir la politique se faire dans notre pays. Et donc, finalement, ils ont dit non, mais comme vous êtes pour la pression, et que nous aussi nous sommes pour la pression, et bien sur ce plan-là, nous pouvons aller ensemble. Et ça a été un acquis. Mais on nous a rassuré également qu'à un moment donné, quand la pression va atteindre un niveau donné, on ne peut pas ne pas aller au dialogue. Et de ce côté-là, il y a eu une entente. Alors, et puis après, le président national du CA a cherché à avoir la position du PNP. Et le président national a rencontré le conseiller de Tipi Achadam. Et là aussi, il a posé le même problème. Et il a été rassuré que non, on fera la pression comme il le faut. Et comme ça s'est inscrit d'ailleurs dans la méthodologie du CA, on le fera. Et puis à un moment donné, eh bien, il faut que si le dialogue se présente, on sache comment faire pour que ce que le peuple réclame, on puisse l'avoir. Et c'est ça qui a rassuré le parti. Et au-delà des communiqués qu'il a sortis pour manifester son adhésion à ce qui se passait dans le pays, eh bien, le président national du CA, entouré des premiers responsables du parti, est sorti le 6 septembre pour manifester et apporter tout son soutien à la lutte qui était menée et donc à la manifestation de la rue. Oui, bien sûr, on a vu Maître Yaobi Agboibo plusieurs fois aux côtés des manifestants dans les rues de Lomé, ce qui était extraordinaire pour plusieurs de Togolais. Avec sa santé, le poids de l'âge, Agboibo dans les rues de Lomé. En même temps, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, est-ce qu'elle ne renseigne pas que le pouvoir de Faure Gnassingbé a réussi à vous contenir et aujourd'hui a repris la main? Non, à nous contenir, je dirais oui ou non. Non, à nous contenir, je dirais oui ou non. Et à reprendre la main, je dirais non. Alors, oui ou non sur le premier plan, pourquoi? Parce que les mouvements tels qu'ils ont commencé au début, à un moment donné, ont connu en quelque sorte un recadrage, comme ça s'est passé à Bafilo, à Sokodé et à Mango. Vous imaginez qu'ici à Lomé, quand des gens veulent quitter Togblekopé, à Gouenivé, et Zanguera, à Didogome, Bagida, pour venir manifester à Lomé, on met les forces de sécurité pour fouiller et même pour dévier. On dit qu'il y a un certain nombre de voies que vous ne pouvez pas emprunter. La voie que vous pouvez emprunter pour faire 5 minutes et arriver sur les lieux de manifestation, on dit de contourner, vous allez faire 30 minutes, 25-30 minutes avant d'arriver sur les lieux. Nous considérons ça comme ce qui s'est passé à Mango et qui continue de se passer d'ailleurs à Mango, à Bafilo et à Sokodé. C'est un état de siège, c'est incompréhensible. Mais il faut reconnaître que l'opposition pouvait, les 14 partis politiques, pouvaient riposter et dire non, nous ne sommes pas d'accord. Mais voulant que la crise soit réglée
dans une situation calme et que le pays connaisse un redémarrage, ils ont accepté. Et à chaque fois qu'ils arrivent au point de chute de leur manifestation, ils passent des consignes à leurs manifestants pour dire, eh bien, empruntez telle voie, n'allez pas seul, allez toujours en groupe, faites en sorte qu'on ne vous piège pas, etc. Parce que vous vous rappelez que des manifestants ont été pris à partie, tabassés, et des gens ont même fait des accidents mortels, etc., etc. Et donc, sur ce plan-là, nous pouvons dire que le pouvoir, par ces mécanismes, a réussi à contenir l'opposition, et ce qui va finalement rendre nos manifestations comme des processions de religion. Vous quittez un point tranquillement, vous arrivez à la plage, vous parlez pour vous séparer, et le soir on dit ah vous avez bien fait, et c'est fini. Oui, ça de ce côté-là, hein, en tant que républicain et respectant les lois de la République, on peut par interprétation dire que le pouvoir réussit à nous cadrer. Non, parce que cela n'amène pas les populations à dire que nous n'allons plus venir parce que les voies que nous empruntons sont trop longues, etc. Non, à chaque fois que les populations sont appelées, eh bien, elles répondent massivement, ce qui donne la preuve que, effectivement, quelles que soient les entraves qu'on va leur poser sur leur chemin, eh bien, elles sont déterminées à obtenir ce qu'elles cherchent. Aujourd'hui, il y a quand même des critiques. Oui, allez-y. Oui, le second point, est-ce que le pouvoir n'a pas repris la main? Oui. Non. Le pouvoir n'a pas repris la main. Et ce n'est qu'une impression. Aujourd'hui, il n'est plus inquiété. Il est tranquille. Oui, ce n'est qu'une impression. Vous savez, il y a des façons de se comporter quand on est menacé. Si on sait retenir ses nerfs, on peut donner l'impression qu'on n'est pas inquiété. Mais ce qu'on subit soi-même, si on devrait le dire, les autres doivent sentir que ce n'est pas facile comme l'image que vous envoyez. Et nous, aujourd'hui, nous savons que ce que le peuple fait, il le fait avec détermination, et l'image que le pouvoir nous envoie n'est pas la réelle image qui se trouve en leur sein. Mais quand le pouvoir avait vacillé, le pouvoir titubait, ça, on n'a pas besoin d'une loupe pour le voir. Naturellement. On l'a senti tout de suite. Naturellement. Vous avez parfaitement raison. Le débat a quitté un peu, disons-le, un terrain un peu brutal pour atterrir sur le terrain un peu diplomatique. Et dans la diplomatie, c'est ça la différence. Dans la diplomatie, comme vous le savez, on ne crie pas, mais on agit de façon tranquille, mais aussi efficace, et c'est les résultats qui comptent. Alors, aujourd'hui, je disais, quand on interroge vos partisans au niveau de l'opposition, on a comme un air de déception. Vous dites non, mais en même temps, il y a des voix dissonantes venant même de vos camps, de vos rangs. Comment peut-on mettre dans la rue 1 million de personnes? C'est un exemple. Et qu'au bout, on donne le sentiment qu'on ne sait quoi en faire. Oui, vous savez, c'est un choix. Si vous mettez des gens, 1 million et plus dans la rue, juste pour signaler au pouvoir, pour dire que non, ce que vous faites là, les populations ne sont pas d'accord avec vous, et donc changer, et que le pouvoir est réceptif à votre image, ça change beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, si c'est un changement, une amélioration que vous voulez apporter à la façon, à la gouvernance qui est en cours, vous le faites sans que dans aucun camp, il y ait des grabuges. Mais le second cas, c'est que vous constatez que le pouvoir qui est devant vous ne veut entendre rien du tout. Et quand vous réussissez à faire descendre dans les rues 1 million et plus de personnes, c'est plus brutaliser tout. Et en ce moment-là, vous optez pourquoi? Pour une révolution, par exemple. Mais tout porte à croire que l'image que l'opposition donne aujourd'hui... C'était votre choix premier? Non. Vous savez, si vous vous rappelez de l'apathie dans laquelle l'opposition était avant le 19 août 2017, vous devez comprendre les débuts de nos mouvements. Vous devez comprendre le début de nos mouvements. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui le début des mouvements, le 19 août, le 20 et suivant, au jour que nous traversons aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que si demain le pouvoir croit que oui, la manière dont l'opposition manifeste ne leur crée pas problème et donc elle peut continuer aussi longtemps qu'elle veut, ça sera une mauvaise appréciation. Parce que dans un pays, quand on est dirigeant, on ne fait pas tout pour obliger son adversaire à utiliser les voies qui ne sont pas républicaines. Et si on sait qu'on est dans une république et que le pouvoir n'appartient pas à un clan, à une famille, et que le pouvoir appartient au peuple, et que le peuple peut décider à tout moment, le donner à qui il veut,
eh bien, il y a des règles auxquelles on respecte. Vous parlez du peuple. On s'est rendu compte le 13 janvier dernier que chacun a son peuple. Vous avez défilé, parce que cela ressemble désormais à un défilé, un carnaval, si vous voulez. Le pouvoir de Faure Gnassingbé aussi a mis dans la rue ses partisans. Alors on s'est demandé, mais de quel peuple vous parliez avant? Non, vous savez... Votre peuple à vous? Non, vous savez, ou du peuple togolais? Les observateurs, les journalistes sont dans leur rôle. Et s'ils ne voyaient pas la chose de cette façon-là, ce serait manquer de responsabilité ou de vision, d'observation de leur côté. Et c'est pour ça que moi, quand on fait ces observations-là, ça ne me meut pas trop. Pourquoi? Parce que, oui, si nous voulons bâtir un État démocratique et qu'on sait que dans une démocratie, quand on a un problème, ce n'est que par la rue, par exemple, qu'on peut le manifester, et que celui qui est au pouvoir doit rester attentif à la rue, eh bien, il est normal que ceux qui veulent que les choses changent expriment leur désir d'une façon donnée, et ceux qui croient que les choses vont bien, ils expriment leur position. Alors, mais, vous savez, au Togo, on a plusieurs façons de manifester. Vous savez, si nous vous disons que dans l'opposition, c'est nous-mêmes qui nous cotisons pour organiser nos manifestations et que nous savons comment nous souffrons pour organiser ces choses-là et combien nous dépensons et combien de fois nous faisons, combien de fois nous manifestons par semaine, au moins 3 fois, eh bien, vous devez savoir que et les responsables de l'opposition et les populations font des sacrifices pour que leurs préoccupations soient prises. Laissez-moi terminer d'abord, pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Mais si le pouvoir veut faire descendre ses militants dans la rue, nous savons comment. C'est en les accompagnant financièrement, en les déplaçant et en obligeant même des gens de l'administration pour aller manifester pour lui que ça se fait. Et c'est pour cela que des fois, il ne faut pas avoir trop le regard tourné sur le nombre de manifestants que le pouvoir draine dans la rue, si on est informé des méthodes que le pouvoir utilise, mais si on doit être très regardant et encourager ou féliciter un camp, c'est plutôt le camp de l'opposition où les manifestants n'hésitent même pas à dire « Omnamiga ». Bon, ça c'est bien. Maintenant, nous ne demandons pas qu'on nous vienne en aide. Oui, parce que tel que vous parlez, oui, vous avez le sentiment, enfin, vous dégagez un sentiment qui exprime peut-être que vos poches sont en train de souffrir. Non. Et qu'on ait pitié de vous. Non, vous savez, il faut quand même qu'on le dise et que les observateurs sachent que ce que l'opposition est en train de faire est sérieux. Et ce que ça leur coûte, ce n'est pas une petite chose. Et c'est pour ça qu'ils ne seront jamais prêts à abandonner. Ça, il faut le savoir comme ça. Ah. Il faut le savoir comme ça. Ce que nous déboursons, ce n'est pas une petite chose. Et nous savons comment nous réussissons à le faire. Et parce que nous sommes engagés là-dedans, nous n'allons jamais baisser la garde. C'est-à-dire que vous avez tellement dépensé qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à retourner en arrière. Non, on n'est pas prêt à le faire, mais pas seulement à cause des fonds que nous avons mis là-dedans. Il faut que vous veniez au pouvoir pour retirer vos fonds. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, même si les populations viennent sans rien donner, et même pour quelques mesures d'accompagnement, les responsables de l'opposition se donnent. Et d'ailleurs, ils ne devraient que le faire parce que c'est pour cela qu'ils se sont engagés. Parce que, sachez-le que de tous les responsables, de tous les leaders de l'opposition, personne n'est allé à un dispensaire, dans un hôpital, pour recevoir la prescription de s'engager politiquement. Non. Non. Ça veut dire que si on ne s'engage pas, le médecin ne va pas vous interpeller pour dire pourquoi je vous ai fait cette prescription et vous n'êtes pas allé à la pharmacie acheter le produit. Non. C'est un désir personnel qu'on ressent en soi-même que non, ce qui se passe dans notre pays là, ce n'est pas bon. Je vais m'engager physiquement, intellectuellement, financièrement et sur tous les plans pour que ça change. Et ça n'a pas de prix. Et on ne peut pas le faire pour que demain on revendique quoi que ce soit. Mais si l'objectif est atteint, c'est-à-dire que le changement pour lequel on s'est engagé voit le jour, ça sera la grande satisfaction. Parce que, rappelez-vous, quand on a fait la... C'est le seul désir de changement au sommet de l'État qui vous anime au niveau de l'opposition. Qui nous anime, et c'est pour ça que nous nous investissons depuis 28 ans. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays ici, les gens ont des sous qui peuvent mettre en jeu en créant des structures pour employer des jeunes diplômés. Mais ils ne le font pas. Mais nous avons constaté tout simplement qu'après la conférence nationale de 91,
quand le gouvernement de transition, le premier gouvernement de transition a été mis sur pied, eh bien, le peuple s'est retrouvé dans l'ambiance là et a dit, ah, c'est ce que nous voulons. Et tous ceux qui avaient de l'argent, eh bien, ont fait sortir leurs sous là, qui pour ouvrir telle société, qui pour faire ceci, ce qui a permis quand même aux populations de constater que l'argent circulait dans le pays. Et la communauté internationale n'a pas accompagné de façon aussi importante le gouvernement de transition que la communauté internationale accompagne aujourd'hui le gouvernement du président Faure depuis 2007 jusqu'à ce jour. Mais nous ne sentons pas que les populations sont à l'aise dans le pays. Mais en 91, les gens étaient contents, ils étaient heureux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez atteindre quelque chose, ce qu'on attend est d'abord psychologique. Quand vous êtes libéré psychologiquement, eh bien, il n'y a rien qui résistera devant vous. Aujourd'hui, le peuple togolais est muselé psychologiquement. Et n'a pas espoir que demain, ou ici même, ou demain, quelque chose sera fait. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre ce que ceux qui sont dans la rue font. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils se sont engagés. Ils vont y aller jusqu'au fond. Et ça, c'est aussi important. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement en termes de fond que le problème se pose. C'est vrai, il y a aussi de l'argent. Si on vous comprend aussi, oui. le problème, en réalité, ceux qui sont dans la rue ne sont pas engagés dans la rue forcément à vos côtés parce que demain, il va y avoir des changements à la tête du pays, mais aussi par rapport à leur vie sociale. Naturellement, et je n'ai de cesse. Est-ce qu'entre-temps, vous ne surfez pas sur ça beaucoup plus? Parce que ça fait 6 mois qu'ils sont dans la rue et qu'il n'y a pas de résultat au bout. Est-ce que vous ne mobilisez pas les Togolais, votre peuple, à d'autres fins, finalement? Non, pas à d'autres fins. Parce que si le peuple avait fait le constat qu'ils ne sont pas mobilisés pour ce pourquoi ils le veulent, le peuple devait déjà s'abstenir. Comment est-ce qu'il faut expliquer que la lutte soit aussi longue? Non, vous savez, non, en politique, il ne faut pas se presser. Et surtout quand on fait le choix, n'est-ce pas, d'une voix donnée. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez le bloc de l'opposition, il y a là-dedans des gens qui ne sont pas prêts à dialoguer, qui n'aiment jamais le dialogue dans leur méthode politique. Et quand vous prenez le pouvoir aussi, il y a des gens là-bas qui ne veulent jamais discuter avec l'opposition. Mais dans les deux camps également, vous avez des gens qui sont disposés à dialoguer parce que pour eux, quelle que soit la nature des problèmes politiques, vous ne pouvez leur trouver solution que quand vous allez autour d'une table. Et ces gens-là aussi, on les retrouve du côté du pouvoir. Mais si vous ne faites pas le choix et vous l'affirmez, vous le réaffirmez officiellement et que vous commencez par poser les pas qu'il faut pour en arriver là, eh bien, vous pouvez dire que ça traîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de jumelage à ce niveau. On ne peut pas coupler le refus du dialogue et l'acceptation du dialogue. Quand on fait un choix, il y a une certaine conduite à tenir. Vous l'aviez dit tout à l'heure en début d'émission, que oui, le chef de l'État lui-même a fait le tour en Afrique ici pour solliciter des gens pour qu'on entre en discussion. Et vous l'aviez si bien dit à un moment où le pouvoir a semblé trembler. Ils ont fait le tour pour qu'on aille à un dialogue. La communauté internationale n'a de cesse de nous appeler à aller au dialogue. La communauté nationale, vous l'aviez dit tout à l'heure, un certain nombre de syndicats, de centrales syndicales appellent, n'est-ce pas, les deux camps à aller. Et la société civile n'a de cesse de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est ce choix-là que nous faisons, il y a des préalables à remplir. Ces préalables-là, c'est quoi? Il faut mettre, par exemple, sur pied un comité technique qui s'entend sur l'agenda et qui analyse tout le contour. Parce qu'en fait, quand vous voulez dialoguer, ce n'est pas le spectacle que vous offrez dans une salle-là qui est le dialogue à proprement parler. Le vrai dialogue se passe ailleurs. Et quand vous maîtrisez ces mécanismes-là, eh bien, vous ne venez que valider ce que vous avez fait là où il faut le faire, en salle et devant tout le monde. Et ça, ces piliers-là, c'est des piliers qu'on pose avant. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut expliquer que le pouvoir de Faure Gnassingbé qui était disponible en septembre, disons même fin août, septembre, octobre, novembre, disposé à discuter avec l'opposition, qu'à partir de fin novembre, décembre, jusqu'à aujourd'hui, ce pouvoir ne montre plus sa disponibilité. Oui. Comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ça peut s'expliquer par le fait que je vous ai dit tout à l'heure, il y a dans son camp deux camps. Un camp qui veut qu'on aille au dialogue. C'est le camp du refus qui aujourd'hui donne l'impression de l'emporter.
aux côtés du président Faure. Et il lui faut, s'il a une bonne volonté pour faire décrisper la situation dans ce pays, savoir prendre sa responsabilité. Parce que au début, en août là, effectivement, quand son entourage a apprécié ce qui se passait, les gens ont dit non, la meilleure formule pour nous c'est ça. Et je crois qu'il a compris et c'est pour ça qu'il a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour et mettre certains chefs d'État à contribution pour qu'on aille au dialogue. Mais vous savez, quand vous voulez faire quelque chose et que vous ne le faites pas en ce moment-là, quand passe le temps, eh bien d'autres éléments entrent en jeu. Et quand ces éléments entrent en jeu et donnent l'impression de prendre un peu le pas, le choix que vous avez fait au départ, si vous ne savez pas faire, vous pouvez l'abandonner. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est le constat qu'on peut faire. Aujourd'hui, au moment d'aller aux discussions véritablement, vous avez raté le coach. Vous n'êtes pas allé et aujourd'hui vous devez le regretter, c'est ça? Non, mais voir la chose de cette façon, c'est une façon de le voir. Parce que moi j'ai suivi sur les radios chez certains de vos collègues dire que non, mais il est arrivé un moment où l'opposition devait aller au dialogue. Les gens ont parlé de l'envoi de ce projet de loi à l'Assemblée, qu'on devait saisir cette opportunité et faire. Il y a encore bien d'autres choses. Oui, c'est leur façon de voir. Il se peut qu'ils aient raison ou non. Mais nous qui sommes des acteurs, nous savons ce que nous faisons. Même si le constat qu'ils font est un constat juste, cela ne peut pas dédouaner le pouvoir. Cela ne peut pas dédouaner le pouvoir parce que le pouvoir lui-même n'était pas dans l'attente de ce qui s'est passé le 19. Et le pouvoir ne peut pas prédire ce qui peut arriver demain. Je pose la question parce que votre credo au niveau du CAR, c'est allier la pression au dialogue. Oui. À un moment donné, il y avait la pression, elle était forte. Oui. Faure Gnassingbé, presque, lui et ses amis tremblaient presque. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas saisi la balle au bon en ce moment? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le ballon s'est dégonflé et donc il y a un relâchement de tous les côtés. Oui, mais vous permettez que je dise ceci. Mais il ne faut pas que ça soit compris dans le sens d'une velléité de culpabiliser ceci ou cela, celui-ci ou celui-là. Non, nous sommes dans un groupe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté du pouvoir, au sein du groupe que nous constituons, il y a des gens qui n'ont pas pour principe le dialogue. N'est-ce pas? Ça persiste jusqu'aujourd'hui. Oui, ça persiste jusqu'aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui êtes pour le dialogue, et quand vous êtes dans un groupe et que vous n'êtes pas le Djombri du quartier, vous ne pouvez pas imposer votre façon de voir et de faire aux autres. Vous devez faire quoi? Mais apparemment, ceux qui veulent le dialogue, qui l'ont emporté finalement, non, au niveau de l'opposition. Oui, mais vous savez, laissez-moi finir, c'est que il faut faire un travail pour que vous ameniez progressivement les gens à s'accorder au sein même de votre groupe avant d'amorcer une action unitaire vers l'adversaire. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on n'a peut-être pas su s'accorder si tôt. Et ceux qui étaient pour le dialogue ont compris aussi que s'ils voulaient faire le solo, non, ça ne pouvait pas marcher. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les gens ont peut-être raison de croire que ça traîne. Mais ça ne traîne pas. Du moment où, depuis un certain moment, les gens, par leur écrit et par leurs propos, disent qu'ils sont pour le dialogue, ils sont prêts pour le dialogue et font des démarches pour que le dialogue ait lieu, eh bien, je crois que ce que nous pouvons recommander au peuple togolais, c'est la patience et d'être patient et de répondre toujours aux appels de l'opposition pour que dans les jours à venir, eh bien, le dialogue s'ouvre. C'est assez important. Parlez de la patience du peuple togolais, en tout cas de ceux qui vous supportent. Oui. Parler de la patience aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas leur manquer un petit peu de respect? Oui. Ce peuple a été patient. Oui. Vous avez dit la lutte, c'est depuis 90, disons-le. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Quand on opte pour la rébellion, l'insurrection, oui, c'est qu'on veut avoir tout à l'heure un résultat. Ici et maintenant, un résultat. Mais quand on opte pour le dialogue, eh bien, il faut savoir prendre le temps et savoir poser les pions là où il faut les poser pour obtenir ce qu'on veut. Mais vous aviez dit aux populations que Faure Gnassingbé quittera le pouvoir. Oui, non. Ici et maintenant, vous ne discuterez pas. C'est au début, c'est vrai. Oui, c'est le début. Et vous comprenez que si au sein de notre groupe, ça a été galvanisateur. Et il le fallait en ce moment-là. Parce que quand vous voulez conduire... C'est ça aussi la politique. Oui, parce que quand vous voulez... De manipuler un peu l'opinion. Si vous voulez conduire un groupe et qu'à un moment donné, vous constatez que c'est ce que le peuple veut,
il faut le lui servir. Et maintenant que même le si c'est un peuple... mensonge, hein. Non, c'est pas un mensonge. Et quand vous retrouvez le peuple dans son rôle, maintenant bien assis, eh bien, vous discutez avec votre peuple et vous dites, bon, maintenant, nous avons ça, mais nous pouvons manager comme ceci ou comme cela pour avoir ce que nous voulons. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire que tout acteur politique doit se comporter comme un médecin. Quand vous êtes médecin, vous êtes dans votre service et un malade vient vous dire, ah, moi j'ai mal à la tête, ça me fait tellement mal ici. Et il se plaint. Si vous commencez par vous plaindre vous aussi comme lui, vous ne pouvez pas le guérir. Mais si vous le rassurez, parce que vous êtes allé à cette école-là, là où il met la main pour dire qu'il fait mal, vous savez les organes qui sont là-bas. Et lequel de cet organe-là peut être en déphasage avec son fonctionnement pour créer cette douleur. Vous devez le savoir. Et l'acteur politique aussi doit être à l'écoute du peuple. Quand le peuple dit, nous ne voulons pas ceci, nous voulons plutôt cela, nous souffrons comme ceci ou comme cela, l'acteur politique doit savoir écouter ce type de discours et savoir par où le peuple a véritablement mal et comment faire pour lui donner satisfaction et apaiser sa douleur. Je crois que nous n'avons pas encore raté le coach, n'est-ce pas? C'est parce qu'à un moment donné, et les débuts du mouvement ont donné l'impression que ce qu'on voulait, on va l'avoir dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et comme on ne l'a pas eu, les gens s'interrogent. Non, il ne faut pas qu'ils s'interrogent. Il faut qu'ils reprennent encore courage pour dire que du moment où les gens qui portent leur expression, l'expression de leur mécontentement n'ont pas baissé le bras, eh bien, il faut qu'ils se rassurent qu'ils iront jusqu'au bout et ils auront leur résultat. Et c'est assez important. Aujourd'hui, vous pensez que ce discours peut encore passer dans l'opinion? Non, mais du moment où partout, que ce soit à l'international ou sur le plan national ou dans des groupes et dans des syndicats et autres, des gens disent on ne peut trouver solution à la situation que nous traversons que par le dialogue, eh bien, les gens travaillent. Nous travaillons dans les couloirs pour que ce dialogue-là s'ouvre. Vous vous rappelez qu'il y a eu un déplacement de certains responsables de la coalition. On va en parler tout à l'heure. Et tout ça là aussi a contribué à faire en sorte que le dialogue s'ouvre. Si un délai a été fixé, ce n'est qu'une proposition et ça pouvait tenir. Mais vous savez que ces derniers temps, les chefs d'État aussi ont leur agenda un peu chargé. Et tout cela explique. Mais nous savons que dans les jours à venir, eh bien, des missions vont arriver dans notre pays. Si certaines ne sont pas encore arrivées, elles vont arriver dans notre pays. Et dans la logique de ce qui a été fait à Conakry et à Accra, on verra le résultat que le pouvoir donnera. Et moi, en tout cas, au niveau du cas, nous ne doutons pas que le dialogue va s'ouvrir. Et sur ce dialogue-là, il n'y a pas de doute. Le pouvoir même sait que s'il n'ouvre pas un dialogue, eh bien, il ne pourra pas sortir de cette crise. Maintenant, l'interrogation que des gens vont se faire, c'est de savoir maintenant quel va être le résultat qu'on va obtenir aujourd'hui. Quand on vous écoute, on écoute très bien ce que vous êtes en train de dire. On peut aussi se dire qu'au niveau de la coalition, vous êtes en train de chercher à vous offrir une porte de sortie honorable. Non, ce n'est pas ça. Vous avez fomenté le peuple, oui, lui disant que Faure Gnassingbé quittera le pouvoir. Et tout de suite, oui, et pendant 6 mois, oui, ce n'est pas arrivé. Oui. On va voir Alpha Condé, on discute avec lui. On voit Nana Akufo-Addo, on discute avec lui. On dit au peuple après que le 23... de 23 au 26, il y aura discussion. Aujourd'hui, on est le 25, il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas sûr que demain, 26, il y aura une discussion qui sera ouverte avec le pouvoir de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, on essaie de dire au peuple que, bon, d'accord, ce n'est pas arrivé, mais il ne faut pas baisser les gardes, continuons la lutte. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer, pas moi forcément, mais l'opinion, ceux qui vous suivent dans la rue, que petitement, on ira aux élections comme ça? Non, je peux vous rassurer qu'on n'ira pas aux élections comme ça. Vous savez, quand vous prenez tous les documents que la coalition des 14 partis politiques sort, vous ne verrez nulle part écrit que la coalition demande que Faure Gnassingbé quitte. Ce désir il y a eu un discours de Jean-Pierre Fabre à Descamps. Je sais que vous ne l'avez pas oublié. C'est un désir populaire. Et ce désir populaire a été relayé par les leaders. C'est normal. C'est un désir exprimé par la population. Et ce désir a été relayé par les responsables politiques pour dire aux populations que nous sommes en harmonie avec vous. Et je l'ai dit, quand vous êtes un médecin et qu'un malade vient vers vous,
vous vous mettez à pleurnicher comme le malade pleurniche, vous ne pouvez pas le guérir. Mais si vous vous mettez à sa hauteur... C'est aussi ça, un leader. Un leader se met quand même à hauteur. Non, mais vous savez, quand une crise commence... En politique, c'est différent. Non, quand une crise commence, n'est-ce pas, vous l'entretenez. Vous ne pouvez pas, en ce moment précis, commencer par raisonner les gens. Il faut accompagner le mouvement à un moment donné. Si ça prend et arrive jusqu'à l'objectif, c'est bon. Mais si vous savez vous-même que la voie qui est choisie là, si vous voulez l'emprunter jusqu'au bout, vous allez créer d'autres situations, eh bien c'est vous en tant que responsable qui savez en ce moment-là comment gérer les choses. C'est assez important. Parce que vous savez, quand nous venons sur les médias comme ça, nous éclairons naturellement le peuple. Mais il y a certaines choses que nous ne disons pas et que nous ne sommes même pas autorisés à dire. Parce que le dire, c'est vous livrer à votre adversaire. D'accord. C'est vous livrer à votre adversaire. Et c'est pour ça que il y a des choses qui ne sont pas expliquées telles qu'elles doivent être, telles qu'elles doivent l'être, mais expliquées de façon à ce qu'on donne des signaux et que pour permettre à chacun de réfléchir et de voir jusqu'où on peut aller. C'est assez fondamental. Maintenant, le problème qui est posé, si le pouvoir croit qu'il a repris la main sur l'opposition. Dites que c'est faux. Et le pouvoir croit que ça veut dire que ce pays-là, ils peuvent le conduire jusqu'à aller aux élections dans la paix. Quand je dis dans la paix, ça ne veut pas dire que l'opposition va dire ah non, mais le pouvoir lui-même le sait. Et toutes les interpellations sur le plan international, africain, sous-régional et sur le plan interne doivent amener le pouvoir à réfléchir que nous ne sommes pas en vase clos. Vous savez que ce mouvement que nous sommes en train de conduire aujourd'hui, c'est un mouvement mondial. Il n'y a pas de ressortissant togolais résidant quelque part sur la terre et qui n'a pas manifesté pour dire que non, ce qui se passe dans notre pays d'origine là n'est pas bien, il faut que ça change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le pouvoir croit que par les mécanismes qu'il utilise à l'interne, il muselle l'opposition et l'amène jusqu'à dans l'inaction totale, à l'international, il ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Parce que ceux qui sont là-bas aussi sont des Togolais. Et ils ne peuvent pas accepter voir les choses dégradées dans leur pays indéfiniment. Vous avez un soutien de la diaspora. La diaspora. Un soutien sans faille. Un soutien sans faille. Ce que nous pouvons déplorer pour le moment, c'est que pour le moment, ils n'ont pas encore compris que il y a aussi de l'argent qui compte dans la bataille. Il y a aussi de l'argent qui compte dans la bataille. Mais nous savons que l'effort de guerre, c'est pour cela que nous apprécions ce qu'ils font à l'extérieur. Mais nous encourageons nous-mêmes à faire ce que nous pouvons faire à l'intérieur. Mais nous allons continuer de les interpeller pour dire que s'ils peuvent encore nous accompagner financièrement sur le plan national pour que le mouvement aille de l'avant, ce serait bien. Mais ce n'est pas parce que ça n'arrivera pas que nous n'allons pas continuer de nous saigner. Nous le ferons. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien ceux qui nous dirigent aujourd'hui vont croire que le Togo leur appartient et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et au niveau du pouvoir, on a envie de dire, sans le dire clairement aussi, que vous avez des financements occultes. Vous ne pouvez pas tenir pendant 6 mois dans la rue à n'importe quel prix. Vous pensez que si nous on a des financements occultes, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ça que nous allons faire? Vous allez faire de la révolution. On va faire plus que ça. De la révolution? Non, pas de la révolution. Nous allons faire plus que ça. Les gens vont sortir encore plus que ça. C'est-à-dire que si nous savons que nous avons des sous, et il y a des gens qui demandent. Vous ferez comme le pouvoir. Il y a des gens qui demandent. Il y a des gens qui demandent, ne serait-ce que qu'on les assiste pour qu'ils viennent aux manifestations. On pourra le faire. Mais nous n'avons pas fait ce choix-là. D'accord. Nous n'avons pas fait ce choix-là. On va aborder tout à l'heure la question proprement dite des discussions politiques, puisque il y a quelques jours, les leaders de la coalition étaient à Conakry et à Accra. Ils ont discuté avec le professeur Alpha Condé puis le président Nana Akufo-Addo pour l'ouverture des discussions finalement qui n'est pas venu. C'était le 23, mardi dernier, ce n'est pas arrivé. On espère que les choses vont s'ouvrir très très prochainement. Mais une question fondamentale, au point des revendications des préalables telles que posées par la coalition de l'opposition, votre coalition, c'est la libération de certains de nos concitoyens, comme ceux de la société civile, le mouvement Nubweke. Cette semaine, il y a 2 jours, un autre membre de ce mouvement Nubweke, le président de la session Palimé, a été arrêté, Bob Atikpo, et qui est à la prison civile depuis hier soir selon nos informations. Qu'est-ce que cela vous dit? Parce qu'au moment où vous demandez que ceux qui sont à la prison soient libérés, il y en a qui sont encore d'être
entraîner à la prison civile. Ça nous désole tout simplement. Et c'est pour cela que nous devons travailler ardemment pour que le dialogue s'ouvre. Nous mettons ça sur la mauvaise foi du pouvoir. Parce que vous savez, le pouvoir veut donner l'impression que tout ce que les mesures d'apaisement que l'opposition demande, c'est exagéré. Quand on fait ceci, l'opposition en rajoute, etc., etc. Non. Si on ouvre le dialogue et que l'opposition est encore dans la rue, en train de manifester avant que les gens là ne soient arrêtés, on comprendrait. Et si l'opposition demande et que le pouvoir dit attendons, continuons d'abord, on comprendrait. Mais vous refusez d'ouvrir le dialogue. Et l'opposition n'a pour unique moyen que cette pression populaire. Oui. Et quand l'opposition sort dans la rue, eh bien vous faites tout pour arrêter encore ces manifestants. En sachant très bien qu'en les arrêtant, l'opposition va encore allonger sa liste de mesures d'apaisement. Et vous allez dire, voilà, nous avons fait ceci, il ne cesse d'en rajouter. Non, c'est une mauvaise foi. Et si le pouvoir aussi sait, comme le chef de l'État l'a dit dans son vœu, le 3 janvier, oui. Eh bien, s'il sait que ce n'est pas le dialogue, que tout problème politique peut être réglé, il lui revient de faire le pas qu'il faut pour que le dialogue s'ouvre. Mais s'il croit que les caciques qui sont autour de lui, que c'est en obéissant à leurs prescriptions qu'il sera au pouvoir et que l'opposition va faiblir et que tout ce qu'ils veulent va être fait, non, il se trompe. Parce que après tout, on n'a pas voté pour 2 forts et Sosdina Nyatibé au Togo. Il n'y a qu'à un seul fort et Sosdina. Et c'est lui qui, par délégation, a conféré un certain nombre de pouvoirs aux gens pour l'aider à diriger le pays. Et s'il y a quelqu'un qui doit répondre demain, c'est lui. C'est lui qui va répondre. Et s'il sait que c'est lui, il lui revient alors de prendre ses responsabilités. Vous réitérez votre demande, la demande de la coalition à l'endroit du président de la République d'ouvrir des discussions. Naturellement. Si on n'ouvre pas les discussions, mais l'opposition aussi sera toujours dans la rue. Et les gens ne cessent de dire, mais maintenant que le pouvoir accède à certaines revendications de l'opposition, à quelles revendications du pouvoir l'opposition a obéi? Mais l'opposition n'a que la pression populaire. Maintenant, si le dialogue s'ouvre et que les mesures d'apaisement qui sont demandées sont satisfaites et que le dialogue s'ouvre, moi je ne crois pas que l'opposition va aller chercher encore d'autres arguments pour dire il faut satisfaire encore ces mesures d'apaisement-là. C'est comme ça. Et donc, nous comprenons que le pouvoir, tout en proclamant le dialogue, n'est pas partisan du dialogue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne veulent pas du dialogue, on a l'impression que c'est eux qui ont pris le pas désormais autour de Faure et que Faure veut obéir à leurs prescriptions. Si ce n'est pas ça, ben on ne comprend pas que lui-même se soit levé pour faire le tour. Alors, et demander... Si vous êtes demandeur aussi du dialogue, comme ceux qui en sont friands autour du président de la République, ça vous a dit qu'il faut surseoir aux mesures d'apaisement. Non, c'est préalable en réalité. Non, ce ne sont pas des préalables. Qui visiblement sont contraignantes pour le pouvoir. Vous savez, quand vous êtes en conflit, et ça c'est dans les techniques de négociation. C'est un jeu politique. Non, pas un jeu politique, c'est des techniques de négociation. Ça s'enseigne et ça s'apprend dans les universités. De façon à ce que quand demain des gens sont en conflit, vous leur offrez leur service et maîtrisant ces mécanismes-là, vous les amenez petit à petit à accorder leur violon. C'est comme ça. Dans les techniques de négociation, quand vous êtes arrivé à un niveau de pression où les nerfs sont surchauffés, tout négociateur ou tout médiateur que vous mettez en jeu demandera des mesures d'apaisement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans tel camp et dans tel autre pour que les gens, les esprits baissent avant qu'on aille au dialogue, pour faire le dialogue dans un environnement paisible. C'est ça. Aujourd'hui, les esprits sont surchauffés. Des gens qui sont arrêtés innocemment, etc. Et on refuse de les libérer. Or, ceux qui ont appelé au mouvement auquel ils ont participé avant d'être arrêtés, mais ne peuvent pas ne pas demander qu'on les libère. Ne peut pas ne pas demander. Ça, c'est compréhensible. Et c'est pour ça que la crise que nous traversons, ou du moins les prémices que nous sommes en train de poser pour les dialogues, il ne faut pas que les gens les voient simplement sur le plan politique. Non, il y a aussi un aspect technique qu'il y a là-dedans pour les connaisseurs. Ils savent ce que l'opposition demande.
Pour les connaisseurs des techniques de négociation, ils savent ce que l'opposition... Alors le pouvoir, le sachant aussi, le pouvoir aussi, le sachant... a posé des pas pour vous amener finalement. Mais nous disons tout simplement que... Est-ce que ce n'est pas lui qui vous a gagné finalement? Non, nous disons tout simplement que les pas que le pouvoir a fait ne sont pas assez suffisants. Pourquoi? Si le pouvoir voulait véritablement montrer que je suis déterminé, je vais faire... Les arrestations ne devraient plus continuer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, même pas en période de manifestation. Oui. Par exemple, le gars de Nubouké dont vous avez parlé tout à l'heure, il n'a pas été arrêté dans une manifestation. Non. Et le pouvoir sait que si on va l'arrêter, on va mettre encore celui-là sur la liste et ils vont passer de chancellerie en chancellerie pour voir. Nous avons satisfait à ceci, mais ils ont ajouté encore cela, etc. Ça... À ce niveau-là, nous pouvons parler de manipulation politique. Vous voulez parler du aussi côté du pouvoir. De prise d'otage? Oui, mais c'est-à-dire que... Et ça, c'est la politique politicienne que le pouvoir est en train de faire. En sachant que si je pose tel acte, eh bien, je vais handicaper mon adversaire. Et quand on va mettre pression sur moi, je vais évoquer tel argument pour me dédouaner. Et pendant ce temps, est-ce qu'on continue de penser au peuple? Non, je ne crois pas, parce que c'est la conservation du pouvoir qui compte et le peuple, on l'oublie. On va continuer le débat tout à l'heure dans 2 minutes environ. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. En studio pour la deuxième partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est Nador Aoukou, le deuxième vice-président du comité d'action pour le renouveau. Car Nador Aoukou, on parle des préalables et des discussions politiques qui vont s'ouvrir prochainement. En tout cas, on l'espère pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, vous évoquez encore des préalables pour l'ouverture des discussions. Les discussions ne sont pas ouvertes mardi dernier. Et pour certains, dans l'opinion, c'est parce que vous avez posé encore des préalables que les discussions n'ont pas démarré. Oui. Est-ce que c'est faux? Non, ce que les gens appellent les préalables, nous à la coalition, on l'appelle les mesures d'apaisement. On l'appelle les mesures d'apaisement. Parce que, vous savez, il y a des situations que nous estimons qu'il faut apaiser pour mettre... tout le monde dans de bonnes conditions avant que le dialogue ne s'ouvre. Parce que les sujets qui vont être inscrits à l'ordre du jour au dialogue vont être des sujets essentiels, c'est-à-dire des sujets électoraux. La réforme du code électoral, la révision constitutionnelle et institutionnelle. Ces problèmes-là, quand vous allez les aborder, vous ne pouvez pas les mélanger avec des problèmes de libération. C'est-à-dire que vous abordez un sujet, un article sur la Constitution et vous le discutez, vous dites non, avant qu'on ne continue, libérez-moi celui-ci. Vous n'allez pas rendre le dialogue. Donc vous souhaitez que ça se fasse avant. Et c'est pour ça que ces choses sur lesquelles on n'a pas besoin de discuter et que le pouvoir doit faire comment pour manifester sa bonne volonté d'aller aussi au dialogue et d'apaiser les choses dans le pays. Ça, on n'a pas besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut saluer le rôle important que joue le président guinéen. Vous voyez? Nous l'avions dit tout à l'heure. Dans les mesures d'apaisement, ce qui aussi a fait sourire un petit peu, c'est quand vous mettez que ceux qui sont impliqués dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara soient aussi libérés. Alors on se pose la question, quel est le rapport entre ceux-là et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Oui, vous savez... Ceux qui posent... Vous voulez en profiter pour pouvoir régler tous vos problèmes? Non, ceux qui posent ce problème-là ont, je crois, de mon point de vue, raison. Mais peut-être qu'il y a un côté qu'ils oublient. C'est le pouvoir lui-même qui, dans les premières mesures d'apaisement qui ont été prises, a inséré Jean-Pierre Fabre. Oui, mais il l'a demandé. Jean-Pierre Fabre l'a demandé au médiateur. Oui, alors maintenant Jean-Pierre Fabre aussi est impliqué dans la même situation que ceux qui sont en prison. Comment on peut faire pour lui et ne pas faire pour les autres? Et c'est pour ça que on ne dit pas, par exemple, que on fasse un trait sur cette affaire-là. Que ce soit le pouvoir qui l'ait fait ou que ce soit l'opposition, il faut que pour l'histoire, par exemple, que la lumière soit faite pour qu'on sache que toutes ces dames-là qui n'ont plus d'emploi maintenant ou qui sont mortes, etc., et qui n'ont plus de revenus aujourd'hui,
ils sont dans cette situation à cause de celui-ci ou de celui-là. Maintenant, ce que le pouvoir peut faire, on peut trouver toujours des mécanismes juridiques pour jouer ce rôle-là. Si même c'est une libération provisoire, cela ne veut pas dire que le dossier est annulé. On peut libérer ces gens-là. Ne serait-ce que les concernés soient avec leur famille et qu'on ouvre le débat. Et en ce moment-là, si le dialogue permet que le pays s'apaise et que les choses reprennent normalement, eh bien, on pourra voir comment plancher sur ce problème-là et faire éclore la vérité pour l'intérêt de tout le pays. C'est ça. Et donc, si des gens croient que poser ce problème-là, ce n'est pas juste, si Jean-Pierre Fabre, lui, l'a demandé, c'est parce que lui n'est pas là-bas, n'est-ce pas? Et qu'il a la chance de faire des déplacements et qu'il a trouvé le facilitateur à qui il a formulé la demande. Et il ne peut pas faire la demande pour lui seul. Il doit la faire avec les autres. Et maintenant qu'on a accédé à sa demande, pourquoi ne pas accéder à la demande des autres? Et c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est de droit. Naturellement. Naturellement. Et cela ne veut pas dire que ce problème-là est fini et qu'on ne va plus l'évoquer demain. Mais ne serait-ce qu'une liberté provisoire pour ces gens-là. Maintenant, si le pouvoir ne veut pas que d'autres choses se greffent à cela, il faut que le pouvoir le fasse rapidement et qu'on aille au dialogue. Et en ce moment-là, il n'y aura plus d'autres points demain qu'on va évoquer. Vous voyez? Parce que c'est à faute de faire traîner les choses que, bon, voilà. Et n'oubliez pas que je l'ai dit tout à l'heure, que dans l'opposition, tout comme dans le pouvoir, il y a des gens qui ne veulent pas le dialogue. Et si on donne de la chance à ceux qui ne veulent pas le dialogue dans l'opposition de trouver des occasions pour faire obstruction au dialogue, ils le feront. De la même façon, si on donne la chance à ceux qui ne veulent pas du dialogue du côté du pouvoir de le faire, d'empêcher que le dialogue vienne, ben, ils le feront. Alors, si et c'est pour ça que si le pouvoir, c'est-à-dire le président de la République lui-même, veut que le dialogue s'ouvre dans son pays, qu'on discute et qu'on trouve une solution au problème togolais, pour que lui-même soit à l'aise au sein de ses collègues, quand il y aura tel sommet ici, telle rencontre là, pour qu'il soit à l'aise, discute. Mais c'est à lui. C'est à lui que revient ce rôle-là. Si vous estimez que les mesures d'apaisement, c'est comme ça que vous les appelez, ne sont pas à l'origine du fait que les discussions n'aient pas démarré le 23, mardi passé, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé que les discussions n'ont pas démarré? Nous disons que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir parce que nous n'avons pas encore appris. Bon, en tout cas, ce que nous savons, c'est que à l'issue de la rencontre avec le facilitateur chargé de ce côté-là, eh bien, une transmission a été faite au chef de l'État et une rencontre même a eu lieu entre eux à Monrovia pour échanger sur ces choses. Ça veut dire que le chef de l'État est informé de ce qui s'est passé à Conakry et donc il sait qu'il lui revient de poser des pas pour que le second facilitateur puisse entrer en jeu. Si ce n'est pas fait, alors maintenant la balle est dans le cas du pouvoir. Maintenant, si le pouvoir, je donne, si par exemple le pouvoir sélectionne, vous dites bon, c'est ça, c'est 8 points, mais moi je fais 5 seulement, les 3 autres je ne fais pas, ça sera un pas. Et peut-être que le facilitateur, le facilitateur ou d'autres personnes peuvent dire bon, maintenant qu'ils ont fait ça, ou bien tout le monde appréciera, ils ont fait ça jusqu'à ce niveau, pourquoi vous aussi? Peut-être, comme l'opposition n'a rien à donner en termes de mesures d'apaisement, peut-être que les facilitateurs, par exemple, leur exerceraient une pression dessus pour dire, vous aussi, commencez, après on verra ça là, et on comprendra. Mais aussi longtemps que ça restera là, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à donner au pouvoir en termes... Mais il n'y a que ça que nous avons au jour d'aujourd'hui. Si nous la donnons, il va nous rester quoi? Il n'y a que ça que nous avons. Si nous lui donnons ça, qu'est-ce que nous aurons? Alors, si ce que nous demandons au pouvoir, c'est que ces mesures-là soient satisfaites et qu'on aille au dialogue. Et en ce moment-là, si le pouvoir nous dit, maintenant que j'ai tout fait et que nous avons ouvert le dialogue, moi aussi je vous demande, par exemple, de cesser les manifestations. Et en ce moment-là, je crois que si les facilitateurs nous le demandent, par respect pour nous-mêmes, on appréciera. Vous voyez, par respect pour nous-mêmes, on appréciera. Mais si on n'en arrive pas là, jusqu'à ce niveau-là, moi je ne comprends pas ce que l'opposition a aujourd'hui à offrir au pouvoir comme mesure d'apaisement. Nous avons donné aussi, l'opposition aussi a donné, par exemple, les entraves qu'on pose aux manifestants. Oui. Mais l'opposition n'a rien dit. L'opposition a concédé. Si l'opposition ne voulait pas aussi donner l'impression, donner des gages au pouvoir que, bon,
nous sommes dans une république, vous êtes le pouvoir, nous respectons vos décisions et on demande aux manifestants de contourner vous aussi pas le choix. Oui, non. Vous n'avez pas le choix. Oui, si l'opposition avait fait le choix de ne pas concéder ça, l'opposition forcerait par exemple. Mais ils ont la force publique. L'opposition forcerait par exemple. Le pouvoir, la force publique. N'est-ce pas? Le pouvoir, la force publique, mais tout le monde constatera que l'opposition n'est pas d'accord à céder ce pan de sa liberté. Mais l'opposition l'a fait. Ça aussi, c'est une mesure d'accompagnement ou d'apaisement que l'opposition a faite. À l'endroit du pouvoir pour dire, nous ne voulons pas que chaque fois on dise que ça brûle dans notre pays, il y a des échauffourées, etc., etc. Non, l'opposition a concédé ça. Ça veut dire que c'est une marque de bonne volonté de la part de l'opposition pour que ce qui peut être fait soit fait dans l'intérêt de tout le pays. Alors pourquoi avoir mis en jeu les femmes qui sont, oui, disons-le, qui sont toujours à vos côtés? Non, vous savez, c'est les femmes elles-mêmes qui ont dit, nous sommes après tout vos mamans, vos femmes, vos sœurs, et nous sommes tout le temps en votre sein pour manifester, mais nous voulons une particularité historique pour que demain on sache que en tant que femmes, nous avons eu à passer un message, n'est-ce pas, aux dirigeants de ce pays, et pour que la situation qu'on est en train de traverser là puisse trouver un dénouement. Et c'est ce qui s'est passé le samedi dernier. Et vous avez vu la grande mobilisation qui a eu lieu. Et ça, c'est assez fort. C'est assez fort. Et vous savez que nous venons tous d'une famille donnée. Des fois, à un âge donné, on n'est pas assez attentif à maman comme à papa comme à maman. Parce que quand maman parle, c'est vrai que nos mamans lèvent des fois la voix sur nous, mais elles ont quand même une façon de nous parler qui agit sur nous, qui nous blottit et qui nous amène à faire ce que nous ne voulons pas faire par respect pour elles. Et je crois que c'est ce signal-là que les femmes ont voulu donner au chef de l'État et à tous ceux qui nous dirigent. Pas à eux seuls, mais à nous aussi de l'opposition pour dire que si le dialogue dont vous parlez là, vous savez que c'est par lui seul que les problèmes doivent être réglés, allez-y rapidement et aidez-nous, libérez-nous à aller dans nos marchés, qui sont nos bureaux aussi, pour vaquer librement à nos préoccupations. Parce que vous savez, quel que soit le montant qu'un fonctionnaire, un homme gagne dans ses activités, mais la femme qui est à la maison, qui ne gagne pas comme lui, débourse plus que lui. Et toutes les actions que nos femmes posent, si on veut les comptabiliser, mais ça dépasse ce que nous les hommes nous faisons. Et c'est pour ça que quand les femmes se lancent dans une activité, il faut rester très attentif à cette activité-là. Et je crois que le pouvoir doit avoir saisi l'action des femmes-là à sa juste valeur pour en tirer des leçons. Il y a quand même des remarques saisissantes. Au début, l'opposition manifeste, le pouvoir appelle à dialoguer. L'opposition a fait un petit peu la sourde oreille. Le pouvoir, aujourd'hui, appelle à discuter. Vous venez, vous vous montrez disponible, le pouvoir ne semble plus vous écouter. Aujourd'hui, le pouvoir brandit encore l'autre sujet, c'est le référendum. Vous serez appelé à aller au référendum prochainement. Non, vous savez... Vous répondrez? Oui, vous savez, le référendum, l'opposition ne peut pas le refuser. Pourquoi? Parce que c'est une prescription constitutionnelle. Il est dit dans notre constitution qu'il y a deux façons de réviser la constitution, si vous voulez la faire. Soit par voie parlementaire ou bien par voie référendaire. Et si vous voulez utiliser une voie référendaire, il y a encore des procédures à suivre. Mais il se fait que la procédure que le pouvoir a suivie jusqu'à obtenir le test qui doit être soumis au référendum a été une procédure irrégulière. Et c'est pour ça que l'opposition dit ne pas être prête à s'associer à ce référendum-là. Et c'est pour ça que l'opposition le refuse. Parce qu'il y a toujours une façon de procéder. Et si la façon est irrégulière, eh bien, ça veut dire qu'il faut recommencer. Et c'est pour ça que le dialogue-là va être le cadre pour nous de recommencer. Et si on doit faire un référendum demain, ça doit se faire à partir d'un test consensuel. Et du moment où le test que le pouvoir veut soumettre au référendum n'est pas consensuel, mais si le pouvoir s'entête à le faire, ça ne réglera pas le problème que le pays a. Ça ne réglera pas le problème que le pays a. Et c'est pour ça que le pouvoir a l'obligation de faire en sorte que le test sur lequel nous allons tomber d'accord lors des discussions prochaines, eh bien,
que si c'est ça que le pouvoir veut formuler comme demande à l'opposition, maintenant que nous sommes d'accord là-dessus, nous ne voulons pas que ça soit fait de façon parlementaire, mais par un référendum, eh bien, il n'y aura pas de problème. Je ne crois pas que l'opposition va refuser du moment où c'est un test consensuel sur lequel plus personne n'a quoi que ce soit à dire. Bien, si c'est pas un référendum qu'il faut l'adopter, il n'y aura pas de problème. Mais un test qui n'a pas fait de consensus et qui a suivi d'ailleurs une voie irrégulière, une voie parlementaire irrégulière qu'on veut soumettre à un référendum, si on s'entête à le faire, eh bien, moi je suis sûr qu'on va le faire, bien sûr, mais ça ne réglera pas le problème. Rappelez, grondera toujours. Naturellement, rappelez-vous que quand l'Ashkroun a voulu sonder le peuple togolais pour voir, je ne sais pas, c'était pour proposer voilà, les réformes là, qu'est-ce que les gens ont dit? Non, ce n'est pas important, vous allez perdre de l'argent. Ils disent non, ils l'ont fait. Ils n'ont même pas fini. Le peuple a parlé et ils ont compris. Ça veut dire qu'ils ont compris que quand ils vont faire le choix de cette voie-là, ils pourront la mener jusqu'au bout, mais ça ne réglera pas le problème. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin. Et de la même façon, par ce test-là qui a suivi une voie irrégulière, s'ils veulent aller au référendum, bien, ils sont les dirigeants d'aujourd'hui, ils ont les leviers du pouvoir, ils vont le faire, mais ça ne réglera pas le problème. Il y a, la commission. Il y a la commission électorale nationale indépendante qui a été mise sur pied, les CELI ont été formés. Est-ce qu'au niveau du CAR, vous songez à y entrer, je veux dire? Non, vous savez, après le dialogue, si on s'entend sur tous les mécanismes, le CAR ne peut pas refuser de prendre sa place à la CENI. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Parce que le rôle que nous voulons que la CENI la joue pour nous, c'est le rôle sur lequel nous allons tomber d'accord ensemble dans un dialogue. Et si le pouvoir fait le forcing, si le pouvoir, en convoquant le corps électoral, pas forcément pour le référendum, mais pour les élections législatives qui arrivent, il y a les locales qui arrivent. Est-ce que le CAR est en train de travailler pour non, vous savez, je vais prendre seulement l'exemple des élections locales. Et le Conseil des ministres a dit que dans ce mois de janvier, la CENI va commencer par faire la révision des listes. Mais ça fait 30 ans que nous avons fait ces élections-là. Et à l'élection présidentielle de 2015, la francophonie est venue ici faire le constat que notre fichier électoral est truffé, est vicié. Mais est-ce que nous avons... Vous, les acteurs, vous êtes mis d'accord pour aller quand même aux élections? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais est-ce que par rapport à ça, par respect pour nous-mêmes, nous pouvons vouloir faire le choix d'aller à une élection avec ce fichier-là encore? Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il faut faire une élection, surtout les locales là, il faut faire, comment vous appelez, une nouvelle inscription sur les listes électorales, faire une nouvelle liste électorale et faire en sorte qu'on puisse identifier les électeurs en fonction de leur commune. Parce qu'il y a les ressorts territoriaux des communes qu'il faut déterminer. Et en fonction de ces ressorts-là, il faut savoir ceux qui vont voter là-bas, de façon à ce que, après le vote, on compte ces votes-là par rapport, on proclame les résultats en fonction du nombre d'électeurs dans la commune-là. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le nombre d'électeurs pour tout le Togo, on l'aura, mais ces élections-là, ça va être dispatché commune par commune. Et il faut être à la CENI pour faire tout ce travail. Oui, mais nous disons que les mécanismes de le faire, les mécanismes ne sont pas là. Et c'est sur ces mécanismes-là que nous voulons tomber d'accord dans un dialogue. Vous voyez, non? Maintenant, si on ne le fait pas, eh bien, on va aller encore aux élections législatives. Or, les élections législatives d'avant, c'est toute la préfecture qui est une circonscription électorale. Oui. Et si nous passons aux élections à deux tours, le découpage sera fait de façon uninominale. Et donc, comme les mairies, on va dire, là aussi, il faut savoir ceux qui vont voter dans la circonscription électorale pour pouvoir faire le décompte. Vous voyez? Et c'est ça. Et moi, si je veux voter, par exemple, dans une circonscription électorale donnée ou dans une mairie donnée, c'est connaissant le ressort territorial de cette mairie ou de cette circonscription électorale que je ferai le choix d'aller m'inscrire là-bas. Mais si je ne le sais pas, eh bien, je ne saurai pas où est-ce que je vais aller m'inscrire. Je vais m'inscrire quelque part. Si demain, on sort la liste, on dit, bon, je suis dans telle circonscription électorale ou dans telle mairie, alors que mon domicile n'est pas là-bas, ou bien ce n'est pas là-bas que moi je veux voter, comment est-ce qu'on va faire?
C'est compliqué. Et tout ça là, il faut qu'on plante là-dessus dans un cadre donné. Et le cadre propice que nous recommandons, c'est ce dialogue-là. Si on ne le fait pas, les problèmes que cela va causer après vont être plus compliqués. Vous savez, à l'Assemblée nationale, quand on a pris la loi sur la détermination du nombre de communes, oui, et maintenant, il doit y avoir un décret d'application. Mais dans le décret d'application, on a encore amendé la loi. Le décret a amendé la loi. Et quand vous interrogez le ministre chargé de l'administration territoriale, il vous dira, allez chercher vous-même le document. Alors que c'est eux qui ont fait le document. Dans quel pays le décret va modifier la loi alors que le décret doit tout simplement créer le cadre de mise en exécution de la loi? Mais quand les députés de l'opposition avaient soulevé ce problème-là, ils avaient crié que non, nous on va faire, nous on va faire. Ils ont fait. Et là-bas, au temps de prendre le décret maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a problème. Ils ont modifié. Et ils ont modifié. Alors, comment on va aller comme ça? On va fonctionner de cette façon-là. Alors, il faut qu'on prenne le temps qu'il faut, aller dans un dialogue, discuter, poser les bases normales des élections qui sont en vue, pour que demain, quand on fait ces élections-là, que celui qui gagne soit applaudi. Alors aujourd'hui, est-ce que la facilitation ghanéenne entrera en jeu pour qu'on aboutisse à ce que vous voulez, les discussions politiques? Je crois que le Ghana va s'inviter au débat. Seulement, si le Ghana traîne, c'est qu'ils sont deux. Il y a un qui doit baliser le chemin avant que lui n'arrive. Celui qui doit baliser le chemin n'a pas encore fini de faire son travail. Parce que, oui, il faut que le pouvoir dise le document que j'ai reçu là et les points qui sont dans le document, oui, je suis prêt à les satisfaire pour que le dialogue s'ouvre. Et quand c'est fait comme ça, le Ghanéen aussi rentrera en jeu pour jouer sa part de rôle. C'est comme ça. Est-ce que les choses ne vont pas traîner? Non, je dis que oui, nous le constatons déjà que ça traîne. Mais prenons encore courage. Parce que moi, je sais par principe que si vous voulez faire quelque chose de bon, ça prend toujours du temps. Mais quand vous voulez aller très rapidement, des fois, par ignorance ou par inattention, on escamote des choses. Et c'est pour ça que si tous ces points-là que nous avons énumérés tout à l'heure, toutes les difficultés qui sont réelles, mais que le pouvoir ne veut pas voir devant lui, eh bien, s'ils sont réels, il faut que nous nous interpellons. Et c'est pour ça que moi, j'ajouterai aussi que nous, en tant qu'opposition, nous avons aujourd'hui le rôle de faire le tour qu'il faudra faire pour dire aux gens que non, il est venu vous dire ceci, mais voilà, c'est en réalité de cette façon-là que ça se passe. Mais nous allons continuer de nous saigner comme nous sommes en train de le faire. Puisque c'est une mission que nous nous sommes donnée à nous-mêmes. Ce n'est pas à l'hôpital qu'on nous l'a prescrit. Ça fait quand même plusieurs fois que vous circulez vous aussi. Hein. Oui. Une délégation était à Paris, une autre était à ce n'est pas aussi suffisant que ce que le chef de l'État a fait. Accra, vous multipliez quand même les allées. Ce n'est pas aussi suffisant que ce que le chef de l'État a fait. Nous le constatons. Nous le constatons. Parce que des fois, la communauté internationale ne va pas se limiter seulement à ce que nous disons sur les chaînes. Non. Ou à ce que nous écrivons. Ils ont besoin de discuter des fois avec nous de face à face pour que, voilà, ils comprennent un certain nombre de choses. Parce que vous savez, le Togo est le plus petit pays dans la sous-région. Mais donne l'impression d'être le pays le plus compliqué à gérer. C'est inadmissible et incompréhensible à la fois. Vous voyez, notre chef de l'État est le plus jeune de tous les chefs d'État de la sous-région. Il peut être même enfant de certains chefs d'État. Mais il se trouve que par longévité au pouvoir, il est le joint des chefs d'État aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que vous savez que ça aussi, certains ne peuvent pas le supporter? Non, ça c'est le fait du hasard. On ne peut rien contre. Oui, oui. Mais et si on a l'impression que sa façon de diriger le pays ne donne pas des ouvertures pour son départ prochain, des gens ne comprennent pas. Des gens ne comprennent pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, plus personne ne peut aller contre l'établissement d'une république et donner l'impression qu'on fonctionne comme dans une monarchie. C'est inadmissible. Nador Aokou, vous suivez l'actualité internationale, ce qui se passe en République démocratique du Congo avec l'implication de l'Église catholique. Oui. Quand on transpose le problème ici, quel commentaire vous pouvez en faire? Non, vous savez, l'Église catholique au Togo n'a pas fait ce que l'Église catholique fait au Congo, mais a été critiquée. Moi, j'ai dit que
le rôle important que l'Église catholique a joué dans la crise togolaise depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, ça a été un rôle important. Très très important. Mais cette Église a été mal comprise. Mais moi je crois que si nous voulons faire un retour rétrospectif, un regard rétrospectif sur l'action de cette Église-là, si nous sommes des acteurs consciencieux, il va nous arriver à un moment donné de regretter de n'avoir pas sauté sur certaines de leurs occasions à un moment donné. Je le dis, pas seulement à l'endroit de l'opposition, mais aussi à l'endroit du pouvoir. Mais aussi à l'endroit du pouvoir. Parce que le rôle que l'Église catholique a joué au Bénin, à l'endroit de Kérékou, qui a accepté la conférence nationale et tout ce qui s'en est suivi, de façon à revenir encore, mais c'est parce que Kérékou, lui, l'a compris. Et vous avez vu comment Kérékou a fini son parcours politique et comment il en est mort. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est d'abord des hommes de Dieu. Ils ne sont pas Dieu, mais ils sont des hommes de Dieu. Et par principe, nous les considérons comme des représentants de Dieu. Et nous les considérons aussi comme des gens à qui Dieu peut parler directement. Et s'ils nous disent un certain nombre de choses, nous devons le comprendre. Vous pensez que ce que fait le jeune Kabila là, à l'endroit de ce monseigneur assez âgé là, il va gagner? Il va gagner. Il n'y a pas un parti politique qui peut mobiliser plus qu'une église. Hein? Il n'y a pas un parti politique qui peut mobiliser plus qu'une église. L'église prend position clairement en RDC. Oui, vous demanderez la même chose à l'église est la mère de tous les citoyens. Et l'église accepte tout le monde, quelle que soit sa sensibilité politique. En tant que mère, une mère ne choisit pas parmi ses enfants. Non, et c'est pour ça que la maman, quand elle est à la maison et elle voit ses enfants se bagarrer, elle dit non, vous n'avez pas raison. Cessez de faire ça. Mais elle sait comment faire pour couper la poire en deux. Et c'est ce que l'église congolaise a fait lors de la Saint-Sylvestre pour arriver petit à petit à obtenir un accord, mais qui a refusé d'obéir à cet accord-là. C'est un de ses enfants. Et il dit non, maintenant là, vous avez fait ça, nous n'avons rien dit. Mais vous voulez encore continuer, ce n'est pas bon. Et si l'église aussi ne jouait pas son rôle, ce serait irresponsable de sa part. Ce serait irresponsable. Mais nous n'allons pas demander à l'église catholique togolaise de faire ce que l'église catholique congolaise fait là-bas. Non. Mais l'église catholique togolaise s'est toujours comportée en fonction des réalités togolaises d'ici. Et ce n'est pas démérité par rapport à ce qu'on fait au Congo. Non. C'est assez osé, assez pragmatique et assez interpellatif à l'endroit du pouvoir, tout comme à l'endroit de l'opposition. Rappelez-vous leur dernière sortie. Ils ne s'en sont pas pris seulement au pouvoir, mais ils s'en sont pris également à l'opposition pour dire, vous aussi, voilà, comportez-vous comme ceci. Et n'oubliez pas que de temps en temps, les responsables politiques de l'opposition les approchent et ils leur donnent aussi leurs conseils. Ils partagent avec eux leur façon de voir les choses. Et je crois qu'ils font la même chose avec le pouvoir. Parce qu'une église ne peut pas être dans un pays et voir le pays divisé. Sinon, les gens ne viendraient plus à l'église. S'ils ne vont plus à l'église, qui va cotiser pour que l'église fonctionne? C'est aussi ça le problème qui va être posé. C'est notre réalité. Voilà. Très bien. Nador Aoukou, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du peuple togolais, de l'opposition, vos camarades, et puis du pouvoir? Non, mais moi, oui, comme vous le dites, je vais adresser un message à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est à l'endroit du peuple togolais, pour d'abord saluer sa détermination. Parce que, vous l'aviez dit au cours de notre émission, qu'on a l'impression qu'on a 2 peuples au Togo. Le peuple de l'opposition et le peuple du pouvoir. Moi, j'ai des parents, des amis, mes anciens élèves et autres, qui sont de l'autre côté. Mais quand après ils marchent, ils reviennent, on se voit, on cause là, ce qu'ils me disent, je l'entends. Voilà. Et alors que moi-même, je suis dans l'opposition et je vis. Ça veut dire que là, on n'a plus rien à me dire. Mais je dis tout simplement que tous ceux qui manifestent à la fois du côté de l'opposition, tout comme du côté du pouvoir, et qui sont convaincus que les choses ne marchent pas dans ce pays, il faut les voir changer, évoluer pour qu'on ait la paix et qu'on s'attaque au développement de ce pays. Il faut qu'ils continuent de nourrir cette ambition-là et de s'y donner, à donner pour qu'on puisse arriver au bout. À l'endroit de nos collègues de l'opposition, nous savons que nous n'avons pas la même méthode politique.
Mais nous avons fait le choix d'être ensemble pour porter les revendications du peuple togolais. Je lance tout simplement un appel solennel à l'endroit de chacun d'entre nous, de façon qu'à un moment donné, quand il va s'agir de faire le pas qualitatif qu'il faut dans l'intérêt du peuple, qu'on n'hésite pas. À l'endroit du pouvoir, je dirais tout simplement que aussi longtemps qu'il fera l'effort de faire traîner les choses, eh bien, aussi longtemps il aggravera son malaise. Mais on ne met pas un pouvoir en place pour créer des situations malheureuses au peuple. C'est pour améliorer la situation. Et donc, le chef de l'État en personne, en premier, doit faire en sorte que tout ce qu'il doit faire, tout ce qui est en son pouvoir de faire pour que le dialogue s'ouvre, les mesures d'apaisement qui sont formulées à son endroit, il n'a qu'à accéder à ça et permettre au président ghanéen d'ouvrir le dialogue pour que très rapidement on puisse s'attaquer aux problèmes réels, notamment les problèmes de réforme, de déverrouillage des institutions, de réforme constitutionnelle, du code électoral, pour qu'on aille à ces élections et pour que le pays puisse se relancer véritablement. Très bien. Merci beaucoup à M. Nador Aoukou. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du Comité d'action pour le renouveau K. Merci d'être venu nous voir ce matin. Et on espère vous retrouver une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel Lafanabé qui a assuré la coordination technique de cette émission. Appelez-moi Eric Gator. À demain.